Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble les préférences et plus particulièrement la forme des préférences pour les substituts parfaits. Donc, en analyse microéconomique, votre but, c'est toujours d'essayer de représenter le comportement d'achat des individus. Donc, vous voulez voir ici, comment est-ce que mon individu fait pour choisir de consommer entre du bien 1 et du bien 2. On a déjà vu ensemble qu'une première composante de ce choix-là, c'était le budget. Donc les individus font face à un certain budget, ils ont une quantité d'argent qu'ils peuvent dépenser pour acquérir des biens. Et donc ça, c'est une première composante qui va affecter leur choix entre l'achat de bien 1 et de bien 2. Mais il y a également, naturellement, les préférences. Donc, est-ce que vous aimez plus le bien 1 ou est-ce que vous aimez plus le bien 2? Et vous avez ici différents types de préférences. Et les préférences qu'on va étudier ensemble dans cette vidéo-ci, ce sont les substituts parfaits. Donc, j'ai déjà mis deux équations. J'ai mis deux équations ici qui représentent des préférences de substituts parfaits. Donc, vous avez d'abord l'utilité. Ici, on appelle les préférences, on mesure les préférences comme étant l'utilité. Donc, on va dire si un panier de biens, une combinaison de X1 et de X2 m'apporte plus d'utilité, eh bien, je le préfère. Donc ici, j'ai d'abord l'utilité X1, une fonction de X1 et de X2 est égale à X1 plus X2. Donc c'est notre première fonction. Laissez-moi déjà tout de suite la dessiner dans le graphique, qu'on puisse regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle implique cette fonction d'utilité-là. Donc ensemble, on va tracer une courbe d'indifférence. Qu'est-ce qu'une courbe d'indifférence? Eh bien, ce sont les combinaisons de X1 et de X2 pour laquelle un consommateur serait indifférent. Donc ici, mon consommateur est indifférent, et laissez-moi juste retracer un petit peu ma courbe pour qu'elle soit plus juste. Donc ici, mon consommateur est indifférent entre consommer n'importe quel point sur ma ligne rouge. Donc, vous pourriez lui dire, est-ce que tu préfères consommer le point A, le point B ou le point C? Et votre consommateur vous dirait, peu importe. Peu importe où je suis placé le long de cette courbe-là, pour moi, j'ai la même utilité. Et je vais vous le prouver. Donc, au point B, vous consommez 5 unités de bien 1 et 5 unités de bien 2. Tout ça, ça vous donne donc une utilité. L'utilité au point B va donc être égale, effectivement, à 10. Donc vous avez 5 plus 5 est égal à 10. Au point C, je consomme plutôt 10 unités du bien 1 et 0 unités du bien 2. Au point C, votre utilité est donc égale à 10. Et au point A, votre utilité est toujours égale effectivement à 10 parce que vous consommez 10 unités du bien 2 et 0 unité du bien 1. Et donc, toutes ces mesures-là ici sont équivalentes. Donc, n'importe où sur votre courbe d'indifférence, vous allez être satisfait. Pourquoi maintenant est-ce qu'on appelle le bien 1 et le bien 2 des substituts parfaits? Eh bien, on appelle ça des substituts parfaits parce que la pente de substitution ici est constante. C'est-à-dire que pour moi, consommer, et ici laissez-moi juste le faire en pointillé, donc pour moi, consommer une unité de moins du bien 2. Donc ici, consommer par exemple une unité du bien 1 et 9 unités du bien 2, c'est équivalent à consommer 10 unités du bien, 10 unités du bien 2 et 0 unité du bien 1. J'ai sacrifié une unité du bien 2 pour obtenir une unité du bien 1. Et si on continue comme ça, si je sacrifiais une autre unité du bien 2, donc si je sacrifie une unité du bien 2, eh bien, on verrait que je pourrais encore aller chercher une unité du bien 1. Et donc, mon taux de substitution est constant. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique pour moi qu'une unité du bien 2 ou une unité du bien 1, ça ne change absolument rien. On peut ici voir, par exemple, concrètement, on donne souvent l'exemple des crayons. Donc, le bien 1 ici pourrait être un crayon bleu, donc un crayon bleu, et le bien 2 pourrait être un crayon rouge. Donc un crayon rouge, et vous êtes indifférent entre utiliser un crayon rouge ou un crayon bleu. Et si ça ne vous dérange pas, vous pourriez avoir 10 crayons bleus et être aussi content que si vous aviez 10 crayons rouges ou n'importe quelle combinaison des deux. Vous avez donc ici une pente
qui ont un taux de substitution constant. Votre pente ici a une pente qui est droite, et c'est-à-dire qu'elle est égale ici à moins 1. Excellent. C'est donc une préférence avec des substituts parfaits. Mais est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une pente de 1 pour 1? Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, pour moi, le bien 2 avait 2 fois plus de valeur que le bien 1? Regardez ici ma fonction d'utilité en vert. Clairement, le bien 2 m'apporte plus d'utilité. Donc, si je vous dis, vous avez le choix, est-ce que tu préfères avoir plus une unité du bien 1 ou plus une unité du bien 2? Qu'est-ce que vous choisiriez? Eh bien, en regardant ma fonction d'utilité, on voit très bien qu'une unité du bien 2 m'apporte 2 points d'utilité, tandis qu'une unité du bien 1 m'apporte seulement une unité d'utilité additionnelle. Notre courbe ici d'utilité n'aura donc pas une pente de moins 1. Notre courbe d'utilité ici devrait donc plutôt avoir une pente différente. Donc, prenons toujours, et pour la dessiner graphiquement, gardons-nous toujours l'idée suivante. Imaginons-nous que j'avais consommé uniquement du bien 1 et que pour ici du bien 1, et on va appeler ce point-là le point C, imaginons que j'avais une utilité au point C. Une utilité au point C qui est égale à 10. Donc je l'ai défini ici arbitrairement. J'ai ici défini ça arbitrairement. Si j'avais consommé uniquement du bien 2, donc si j'avais seulement consommé du bien 2, on va appeler l'unité au point A, eh bien, quelle aurait été la quantité d'unités du bien 2? Quelle aurait été la quantité d'unités du bien 2 qui m'aurait permis de générer une utilité similaire, identique au point C. Donc 10 doit être égal à 2 fois une variable inconnue. Ça implique que ma variable inconnue ici est égale à 5. Donc, ma courbe d'indifférence aurait plutôt la pente suivante. Donc, j'aurais une pente de moins 0,5. Excellent. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique que j'ai une pente de moins 0,5? Eh bien, ça implique que si je sacrifie une unité du bien 1, donc si j'accepte de sacrifier une unité, et ici je vais retourner en pointillé, si j'accepte de sacrifier une unité du bien 1, eh bien je dois au moins recevoir 2 unités du bien 2. Pardon, 2 unités, si je sacrifie une unité du bien 2, je dois recevoir au moins 2 unités du bien 1. Donc ici, remarquez toutefois que ma pente reste constante. Donc ça ne change pas. Je vais toujours être prêt à substituer 2 unités du bien 1 pour 2 unités pour une unité du bien 2. Donc cette relation-là ne change pas. Ce sont des substituts qui sont toujours parfaits, mais ici, le volume de quantité a changé. Vous pourriez imaginer le scénario inverse également. Donc vous pourriez imaginer une nouvelle courbe comme ça, courbe de x1 par rapport à x2, en fait x2 x1, elle serait égale par exemple à 2x1 plus x2. Et là, vous auriez plutôt le cas contraire. Vous auriez une pente beaucoup plus accentuée. Donc, vous auriez une pente très accentuée où la pente serait plutôt égale à moins 2.